Appendice A. Le temps et l'espace de la séduction. Votre victime pendant la séduction doit peu à peu sentir se produire en elle une métamorphose. Sous votre influence, elle va baisser la garde, libre soudain d'agir différemment, de devenir une autre. Certains lieux, milieux et activités vous seront très utiles pour mener à bien cette entreprise de transformation d'autrui. Un cadre légèrement théâtral et grandiose, opulence, luxe, gaieté, suscitera chez votre victime un émerveillement enfantin qui court-circuitera toute pensée rationnelle. La perte des repères chronologiques l'étourdira par une succession d'instants mémorables dans une ambiance festive et ludique. Faites-lui sentir qu'elle vous doit de vivre de toutes autres expériences que celles du monde ordinaire. Un festival de lieux et d'instants privilégiés. Dans la plupart des civilisations anciennes, l'existence n'était qu'un tissu de travaux routiniers. Mais à certains moments de l'année, Saturnales de la Rome antique, carnavals européens, potlatch des Indiens Chinooks, tout s'arrêtait. C'était le temps de la fête. L'ensemble de la tribu ou de la cité se réunissait dans un lieu sacré. Temporairement soulagé de ses devoirs et responsabilités, le peuple avait licence de s'abandonner à tous les excès. Masques et déguisements permettaient d'endosser une autre identité, parfois celle de créatures toutes puissantes dont il faisait revivre les actes mythiques. La fête était un défoulement paroxystique du fardeau de la vie quotidienne. Pour un moment, ils se libéraient d'eux-mêmes, de leur rôle ordinaire. Le temps semblait suspendu. Un peu de cette tradition se perpétue encore à travers les derniers grands carnavals d'aujourd'hui. La fête ménage une pause dans le quotidien, un changement total de la routine. À une autre échelle, c'est ce qu'est aussi la séduction et c'est ainsi que vous devez la concevoir. À mesure que le processus se déroule, votre cible vit une rupture radicale avec sa vie ordinaire, une libération du travail et des devoirs. Plongée à corps perdu dans le plaisir et le jeu, elle a alors tout loisir de se comporter différemment, de devenir quelqu'un d'autre, comme si elle portait un masque. Le temps que vous passez ensemble n'est consacré qu'à elle seule. Au lieu de l'éternelle alternance du travail et du repos, vous lui offrez des moments privilégiés, intenses. Vous l'emmenez dans des lieux différents de ceux de sa vie quotidienne, des décors grandioses, spectaculaires. Notre environnement immédiat conditionne fortement nos humeurs. Ainsi, un endroit consacré au plaisir et au jeu l'incitera à l'abandon et à l'insouciance. Quand elle reviendra à ses devoirs, le contraste lui fera languir d'y retourner avec vous. En fait, vous créez là, rien de moins que le temps et l'espace de la fête, des moments où le monde réel s'arrête et où l'imagination prend le dessus. Nos sociétés ont cessé d'y pourvoir, et ce manque laisse un vide. C'est pourquoi tout le monde, ou presque, aspire à être séduit. Il ne tient qu'à vous de les faire tomber dans vos bras. Voici les éléments clés qui vous permettront de recréer le temps et l'espace de la fête. La magie des planches. Le théâtre instaure un monde à part qui a quelque chose de magique. Le maquillage des acteurs, la splendeur des décors, les costumes décalés. Autant de sollicitations visuelles qui, outre l'histoire qui est racontée, plongent dans l'illusion. Pour produire un effet similaire dans la réalité, à l'instar de la divine Marlène Dietrich ou du dandy Beau Brummel, donnez à votre attitude, à votre look, à votre maquillage, un caractère festif, artificiel et non conventionnel, comme s'ils étaient tout entiers dédiés au plaisir de votre public. Vos rencontres avec votre cible devront posséder une intensité dramatique qui sera soulignée par le lieu choisi et par un suspense délibérément créé et mené de surprise en surprise. Vous êtes un acteur sur scène, et avec vous, l'autre aura la vague sensation d'être aussi sur les planches. Vous vous offrirez tous les deux la griserie de porter des masques, de jouer des rôles différents de celui que la vie vous a assigné. Une mise en scène du plaisir. Certains signaux visuels indiquent que l'on n'est pas dans le monde réel.
Évitez les images qui seraient dotées d'une profondeur favorisant la réflexion ou le remords. Travaillez plutôt dans des environnements tout en surface et miroitement. Paillettes, miroirs, bassins, jeux d'eau et de lumière. La saturation sensorielle donnera une sensation grisante de gaieté. Cultivez l'artifice. Montrez à votre cible un monde ludique dont les images et les sons réveillent son âme d'enfant. Le luxe, authentique ou clinquant, la munificence, ajouteront à l'impression de s'échapper hors du monde du devoir et de la morale. Vive la foule. Dans un grand nombre d'individus massés ensemble, la température psychologique monte, comme dans une serre. L'ambiance d'un festival, d'une foire, est le résultat de cette excitation collective. Un tel environnement abaissera les défenses habituelles de votre cible. De même, toute situation de confinement prolongé dans un espace réduit est extrêmement propice à la séduction. Pendant des années, Sigmund Freud s'entoura d'une petite écurie de disciples qui assistaient à ses cours privés, et ils eurent entre eux un nombre étourdissant d'aventures sentimentales. Amenez la personne que vous cherchez à séduire dans des fêtes ou des festivals, ou allez chasser vos proies dans des lieux clos. Un peu de mystique. Une ambiance de spiritualité ou de mystique distrait de la réalité et suscite l'euphorie en donnant l'impression de s'élever. Et de là, il n'y a pas loin au plaisir physique. Mettez à profit ce que vous avez sous la main. Livres d'astrologie, imagerie angélique, musique mystico-exotique. Franz Mesmer, fameux charlatan autrichien du XVIIIe siècle, faisait jouer de la harpe dans ses salons et brûler des parfums, et l'on y entendait de loin chanter une voix féminine. Les pièces étaient décorées de fenêtres à vitraux colorés et de miroirs. Les patients de ces traitements collectifs de magnétisme animal se détendaient et sentaient une sorte de fourmillement spirituel passer de corps en corps. Tout ce qui est prétendument mystique aide à s'affranchir du monde réel, et ce sentiment d'irréalité aboutit facilement à l'excitation sexuelle. Vitesse et jeunesse. Changez de rythme. La frénésie festive donne l'impression de vivre à 100 à l'heure. La séduction devrait faire battre le cœur plus vite et ôter à la victime toute notion du temps. Emmenez-la dans des lieux bourdonnants d'activité et de mouvement. Partez en voyage ensemble. Distrayez-la avec des horizons nouveaux. La jeunesse ne dure qu'un temps, mais la séduction donne l'illusion à tout âge d'une éternelle jeunesse. Et ce qui caractérise la jeunesse est l'énergie. Le rythme de la séduction doit s'accélérer à certains moments, jusqu'à l'étourdissement. Casanova séduisait surtout dans des bals, et l'allié préféré de nombreux séducteurs du XIXe siècle était la danse alors à la mode, la valse. Des moments inoubliables. Tandis que notre existence quotidienne n'est qu'une longue corvée faite de routine, la fête reste dans notre souvenir comme un moment à part, où un peu d'éternité et de mythe est entré dans nos vies. Votre séduction doit ménager de ces sommets d'intensité dramatique où l'écoulement du temps est vécu de façon différente. Procurez-les à votre cible en opérant dans un lieu où ils se produisent naturellement, fêtes, foires, théâtre, ou en les créant vous-même par des actes spectaculaires suscitant des émotions fortes. Ces moments d'exception seront exclusivement dédiés à la détente et au plaisir. Rien ne doit rappeler le travail ni la morale. Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, devait séduire en permanence ce souverain qui s'ennuyait facilement. Extrêmement créative, elle organisait des soirées, des bals, des jeux. Elle fit même construire un petit théâtre à Versailles. Votre conquête appréciera les efforts que vous ferez pour la divertir et l'emmener dans un monde enchanteur. 3 scènes, 3 décors. 1. Vers 1710 vivait à Osaka un jeune homme qui travaillait nuit et jour pour son père, un riche négociant. Écrasé par le fardeau de la vie familiale et de ses devoirs professionnels,
le jeune homme s'évadait dans le rêve. Comme tous les garçons de son âge, il avait entendu parler du quartier des plaisirs de la ville, où les lois sévères du shogunat pouvaient être impunément violées. Là se trouvait l'ukiyo, le monde flottant des plaisirs fugaces. Acteurs et courtisanes y régnaient en maître. Le jeune japonais languissait de s'y rendre. Patiemment, il attendit l'occasion de s'éclipser pour la soirée. Le quartier des plaisirs se distinguait du reste de la ville par la splendeur colorée de ses restaurants, salons privés, maisons de thé. Dès qu'il y mit le pied, le jeune homme sut qu'il avait changé de monde. Des acteurs déambulaient dans les rues, vêtus de kimonos aux couleurs raffinées. On les aurait crus sur scène. Les venelles grouillaient d'une activité trépidante. Des lanternes allumées piquaient la nuit de lueur. Les affiches multicolores d'un théâtre de kabuki attiraient le regard. Les femmes étaient complètement différentes. Elles le dévisageaient avec effronterie, aussi libre que des hommes. Il repéra un onagata, acteur qui joue au théâtre des rôles féminins. Il était plus beau que la plupart des femmes qu'il eût jamais vues, et les passants le traitaient avec le respect dû à un roi. Il aperçut un groupe de jeunes hommes comme lui qui entraient dans une maison de thé et leur emboîta le pas. C'était là que les courtisanes de luxe, les grandes tailloux, exerçaient leur métier. Le jeune homme s'était à peine assis qu'il entendit du remue-ménage. Un groupe de tailloux descendait les escaliers, escortés par des musiciens et des bouffons. Les femmes avaient les sourcils rasés, remplacés par un vigoureux trait noir. Leurs cheveux étaient admirablement coiffés et leurs kimonos somptueux l'éblouirent. Les tailloux semblaient à peine effleurer le sol en marchant et usaient de différents pas, provoquants, glissés, prudents, etc., selon la personne qu'elles allaient aborder et l'effet qu'elles voulaient produire. Elles ne lui accordèrent pas un regard, et il ne lui vint pas à l'esprit de les inviter. Cependant, il remarqua que certains des hommes plus âgés avaient une façon de plaisanter avec elles qui était un langage en soi. Les boissons fortes coulaient à flot, il y avait de la musique, et enfin quelques courtisanes de second rang firent leur entrée. Le jeune homme avait désormais la langue déliée. Ces courtisanes-là étaient beaucoup plus accessibles, et le jeune homme perdit toute notion du temps. Il rentra chez lui en titubant, et ce n'est qu'au matin qu'il réalisa combien il avait dépensé. Si son père l'apprenait... Pourtant, quelques semaines plus tard, il récidiva. Comme des centaines de fils de famille dont l'histoire remplit la littérature de l'époque, il était bien parti pour dilapider la fortune paternelle dans le monde flottant des plaisirs. Interprétation. La séduction est elle aussi un monde à part auquel vous initiez vos victimes. Comme l'ukiyo, elle exige des frontières strictes avec le quotidien. Quand vos victimes sont en votre présence, le monde extérieur, avec sa morale, ses codes et ses responsabilités, doit être banni. Avec vous, tout est permis, en particulier ce qui est interdit partout ailleurs. La conversation est un badinage. Les vêtements et les décors ont une touche de théâtralité. Chacun est libre d'agir différemment, d'être quelqu'un d'autre, sans contrainte ni jugement. C'est une sorte de concentré psychologique de monde flottant que vous créez pour les autres, et bientôt ils ne pourront plus s'en passer. Quand ils vous quitteront pour revenir à leurs habitudes, ils seront doublement conscients de ce qu'ils sont en train de manquer. Et lorsqu'ils en seront à se languir de l'atmosphère que vous créez, vous aurez gagné. Comme dans le monde flottant toutefois, vous aurez à y consacrer des ressources. La générosité et le luxe sont les ingrédients indispensables au cadre de la séduction. 2. Dès le début des années 1960, l'atelier d'Andy Warhol à New York avait commencé à se peupler de gens venus s'imbiber pour un temps de son atmosphère. En 1963, le maître du pop art s'installa dans un loft à Manhattan. Son compagnon de travail et ami Billy Name habilla les colonnes et certains murs avec de la feuille d'aluminium,
et le reste fut recouvert de peinture argentée. Le décor incluait un canapé rouge, des barres chocolatées en plastique de 1,50 m de haut, une platine tournante constellée de petits miroirs, et pour compléter l'ambiance, des coussins argentés remplis d'hélium flottant en l'air. Cet espace en forme de L, baptisé la Silver Factory, factory signifie usine, devint furieusement à la mode, et toute une faune interlope vint s'y montrer comme sur une scène. Pourquoi ne pas laisser l'entrée libre, se dit Andy, et advienne que pourra. Pendant la journée, tandis que Warhol travaillait à ses peintures et à ses films, des groupes se formaient. Acteurs, prostituées, dealers, artistes de tout poil, etc. Toute la nuit, l'ascenseur déversait sa cargaison de people. On pouvait voir dans un coin Montgomery Clift sirotant un drink. Ailleurs, une jeune et jolie mondaine bavardait avec un conservateur de musée et une drag queen. C'était un va-et-vient continuel de visiteurs, tous jeunes et superbement vêtus. On dirait le plateau d'une émission télévisée pour enfants, confia un jour Andy à un ami. Les invités affluent sans arrêt, c'est la fête permanente où les attractions se succèdent. De fait, c'est à quoi cela ressemblait. Une scène où il ne se passait rien de sérieux, que des conversations futiles, des flirts, des éclairs de flash et des figurants qui prenaient la pose comme dans un film. Le conservateur de musée pouvait aussi bien pouffer de rire comme un adolescent et la mondaine se déhancher comme une putain. À partir de minuit, c'était la cohue. On se marchait dessus. Le groupe de musiciens arrivait, les éclairagistes lançaient le show, et tout le monde commençait à se trémousser de façon de plus en plus échevelée. Puis la foule se dispersait peu à peu, et dans l'après-midi, tout recommençait. Rares étaient ceux qui ne venaient qu'une fois à la factory. Interprétation. Le rôle que nous impose notre métier et nos devoirs est un carcan où l'on étouffe. On se languit d'un lieu ou d'un moment où l'on ait licence de porter un masque, d'agir différemment, d'être un autre. D'où la vénération vouée aux acteurs dont on envie la liberté privilégiée avec leur propre personnage. Tout environnement, toute occasion de changer de rôle, de se faire soi-même acteur, exerce une irrésistible séduction. Ce peut être un environnement que l'on crée, tel la factory, ou un lieu où l'on emmène la personne que l'on courtise, et où l'atmosphère enjouée, la sensation que tout est permis, sauf d'être sérieux, rend tout bonnement impossible de rester sur la défensive. C'est une sorte de drogue. Inspirez-vous de la métaphore de l'émission télévisée pour enfants. Tout doit être badin et léger, plein de distractions, de bruit et de couleurs, un aimable chaos. Envoler le poids des responsabilités et du jugement des autres. Un lieu où l'on peut se dissoudre et se perdre. 3. En 1746, arriva à Venise une jeune fille de 17 ans appelée Christina, en quête d'un mari. Son oncle, un prêtre, l'accompagnait. Christina venait d'un humble village, mais elle avait une dot substantielle à offrir. Hélas, les Vénitiens disposés à l'épouser ne lui plaisaient guère. Ainsi, après 2 semaines de vaines recherches, son oncle et elle se disposèrent à retourner chez eux. Ils étaient assis dans une gondole, prêts à quitter la ville, lorsque Christina aperçut un jeune élégant qui venait à pied dans leur direction. « Qu'il est beau !» dit-elle à son oncle. « J'aimerais qu'il embarque avec nous. » Le jeune homme n'avait pu l'entendre, pourtant il monta à bord, donna de l'argent au gondolier et s'assit à côté de Christina, ravie. Il se présenta sous le nom de Jacques Casanova. Quand le prêtre lui fit compliment de ses façons amicales, Casanova répondit « Peut-être, mon père, n'aurais-je pas été aussi amical si votre nièce était moins belle. » Christina lui exposa le motif de leur visite à Venise et pourquoi ils en repartaient. Casanova s'esclaffa. « On ne décide pas de se marier en quelques jours, » lui lança-t-il.
Le futur mari a besoin de connaître un peu le caractère de sa promise, et cela prend au moins 6 mois. Lui-même cherchait femme, leur confia-t-il, et d'expliquer ce qu'il avait déçu chez les jeunes candidates qu'il avait rencontrées, de même que Christina avait été déçue par les hommes. Casanova ne semblait pas avoir de destination particulière. Il se contenta de les accompagner, et pendant tout le trajet, captiva Christina par sa conversation pleine d'esprit. Lorsque la gondole les eut conduits aux confins de la cité, Casanova loua une voiture pour se rendre à la ville voisine de Trévise et les invita à profiter du voyage. De là, ils pourraient prendre un cabriolet jusqu'à leur village. L'oncle accepta. Casanova prit le bras à Christina pour la mener jusqu'à la voiture. « Que dirait votre maîtresse si elle nous voyait ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas de maîtresse, » répondit-il, « et je n'en aurai plus jamais, car je ne trouverai pas de jeune fille aussi jolie que vous dans tout Venise. » Cette remarque monta à la tête de Christina et lui donna maintes pensées bizarres. Elle se mit à parler et à se comporter avec une effronterie qui ne lui ressemblait pas. « Quel dommage, dit-elle à Casanova, qu'elle ne puisse rester à Venise pendant les 6 mois dont il avait besoin pour connaître sa promise. Et s'il prenait à sa charge ses frais de séjour pendant cette période, le temps de lui faire la cour, proposa-t-il sans hésiter. Elle y réfléchit pendant tout le trajet, et une fois à Trévise, elle prit son oncle à part et le supplia de retourner seul au village et de ne revenir que quelques jours plus tard. Elle était amoureuse de Casanova. Elle voulait faire davantage sa connaissance. C'était un garçon parfaitement élevé, on pouvait lui faire confiance. Le prêtre accepta. Le lendemain, Casanova ne lâcha pas la petite d'une semelle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'étaient pas contrariants. Ils se promenèrent tout le jour en ville, firent des achats et bavardèrent. Le soir, il l'emmena au théâtre, puis dans une salle de jeu, où il lui prêta un domino et un loup. Il lui donna de l'argent pour jouer, et elle gagna. Quand l'oncle revint de Trévise, elle avait oublié tout projet de mariage. Elle ne pouvait songer qu'aux 6 mois qu'elle allait passer avec Casanova. Elle retourna néanmoins dans sa bourgade avec son oncle et attendit la visite de son beau prétendant. Il se présenta quelques semaines plus tard, accompagné d'un célibataire de grande allure appelé Charles. En tête-à-tête, Casanova expliqua la situation. Charles était le meilleur parti de Venise, il ferait un bien meilleur mari que lui. Christina reconnut qu'elle-même avait eu des doutes. Il était tellement passionnant. Il lui avait fait penser à des choses dont elle avait honte. Peut-être était-ce mieux ainsi. Elle le remercia de s'être donné tant de mal pour lui trouver un mari. Pendant quelques jours, Charles lui fit la cour et ils se marièrent quelques semaines plus tard. Néanmoins, elle n'oublia jamais la fantaisie ni la beauté de Casanova. Interprétation. Casanova était incapable de se marier. C'était contraire à sa nature. Mais il se refusait également à prendre une jeune fille par la contrainte. Mieux valait laisser à celle-ci une image parfaite à laquelle elle pourrait rêver que de gâcher sa vie. D'ailleurs, ce qu'il aimait par-dessus tout en amour, c'était de courtiser une femme. Casanova offrit à cette jeune femme quelques jours inoubliables. Il lui consacra chacun de ses instants, ne lui parla jamais de travail ni de ces détails ennuyeux et bavards qui cassent le rêve. Il l'éblouit par ses tenues extravagantes, ses bijoux somptueux, la gratifia d'une fête perpétuelle. Fête foraine, bal masqué, salle de jeu, promenade sans destination précise. Il était le séducteur par excellence, le magicien des lieux et du temps de la séduction. Casanova doit être pour vous le maître et le modèle. En votre présence, nos cibles doivent se sentir métamorphosées. Le temps s'écoule autrement, c'est tout juste si elles s'aperçoivent qu'il passe. Il leur semble suspendu, de même que toute activité ordinaire s'arrête pour laisser place à la fête. Ces loisirs distrayants que vous leur procurez s'enchaînent, l'un entraînant le suivant,
jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour retourner en arrière.